Quelle est la cité de Sigmar la plus unique? Dans les royaumes mortels, les cités libres sont de tout petits bastions de civilisation érigés au milieu d'un océan de chaos. La plupart ont été fondés après les guerres des portes, sur des territoires libérés par les éternels de l'orage, envoyés par le dieu roi. Elles se sont vite peuplées de familles venues d'Azir, le royaume des cieux, ainsi que de différents natifs des royaumes mortels qui ont réussi à endurer l'âge du chaos pendant plusieurs siècles. Chaque cité a fini par développer sa propre identité. Certaines sont majoritairement devenues des places fortes militaires, d'autres des centres religieux ou des carrefours commerciaux majeurs. Malgré cette diversité, il y a tout de même une cité qu'on peut facilement reconnaître comme la plus unique parmi toutes les autres. Elle se distingue profondément non pas par sa taille ou la puissance de ses armées, mais par le mode de vie quotidien de ses habitants. Il s'agit d'Excelsis, la cité des secrets. À première vue, cette cité ressemble aux autres. Les cités de Sigmar sont conçues comme des points d'ancrage dans les royaumes hostiles. Elles combinent une discipline militaire, une administration et une politique basée sur la culture d'Azir. Leur survie repose sur un équilibre fragile entre la foi, l'acier et les alliances précaires. Dans le royaume de Gur, le royaume des bêtes, l'endroit où se trouve Excelsis, cette survie est d'autant plus difficile, car la terre elle-même peut parfois être prédatrice. Les cités de ce royaume doivent résister non seulement aux armées du chaos, mais aussi aux Wag Oruk, aux bêtes colossales et aux caprices de ces terres sauvages. Et malgré ces conditions, Excelsis a réussi à s'élever. Et ce, car elle n'est pas une simple cité fortifiée parmi tant d'autres. Cela est dû au fait qu'elle a été bâtie autour d'un artefact ancien, qui redéfinit totalement la manière dont une société peut fonctionner. Ici, le futur lui-même n'est pas seulement redouté ou espéré, mais il est littéralement extrait, vendu et utilisé au quotidien. Comment un concept aussi abstrait peut devenir aussi tangible? Eh bien, au large du port d'Excelsis se dresse quelque chose qui semble défier les lois de la réalité. L'immense lance de Malus. Un fragment gigantesque du monde qui fut, projeté dans les royaumes mortels lors de leur formation. Une immense masse cristalline qui est loin d'être un simple vestige du passé, car la matière qui la compose renferme des prophéties. C'est autour de cette pierre angulaire que la cité d'Excelsis a été fondée. Et c'est donc de la lance elle-même que dépend toute sa singularité et sa survie. Devant des propriétés aussi prodigieuses, une organisation a été créée, la Guilde des prophétiseurs, qui a pour mission de miner et exploiter la lance de Malus en extrayant ces cristaux contenant des fragments de vision. Durant le processus d'extraction, de petits éclats sont souvent créés. Ces fragments sont appelés les miroitants et ils sont suffisamment communs pour servir de monnaie d'échange dans la cité. Donc oui, à Excelsis, on peut littéralement payer ses dettes ou sa nourriture avec des parcelles du futur. D'autres décident parfois d'utiliser ces fragments différemment, en les consommant. En touchant directement ces cristaux, on peut entrevoir des instants dans le futur. Ces visions sont très aléatoires et il y a des voyants dont le métier est littéralement d'essayer de prévoir dans quel domaine chaque fragment pourrait être utile. Utilisés avec modération, ils peuvent offrir un avantage décisif dans les affaires, la navigation ou même encore la chasse, ou encore bien d'autres domaines. Cependant, un usage répété peut entraîner une dépendance très dangereuse. Toujours savoir ce qui va potentiellement arriver peut être addictif pour quelqu'un qui veut toujours garder le contrôle sur sa vie, ou même plonger certains individus dans un état où les visions se superposent au présent, ce qui leur fait perdre la capacité de discerner le futur et le présent. Il existe aussi des cristaux plus puissants et plus larges que les miroitants. On les appelle les augures. Ils sont plus rares et ont donc beaucoup plus de valeur. La plupart du temps, ils sont vendus dans des enchères au hall de la guilde, où marchands, nobles et chefs militaires spéculent sur l'avenir comme d'autres spéculeraient sur des marchandises exotiques ou des courants d'action d'une entreprise. Les plus dangereuses de ces prophéties sont conservées sous une étroite surveillance et étudiées par la collégiale des arcanes, l'institution majeure qui régit les mages des cités de Sigmar. Quant aux prophéties très importantes liées à l'avenir de la cité d'Excelsis elle-même, sont conservées par le conclave qui dirige la cité. Sans grande surprise, elles sont tenues secrètes et sont conservées au cœur du palais Excelsium, le siège du pouvoir politique de la cité. Là se trouve une vaste salle pavée de cristal, extrait de la lance de Malus, et qui forme une carte prophétique de la cité, ainsi que de ses environs sur
la côte des défenses. Cette salle permet d'observer les menaces potentielles avant même qu'elles ne se manifestent pleinement. Les membres du conclave jouent en permanence à une sorte de partie en 4 dimensions. C'est dire pourquoi ces membres, contrairement aux autres cités de Sigmar qui sont généralement élus par la population, sont à la place choisis pour leur capacité à interpréter les prophéties et à pouvoir entrevoir des voies au milieu de multiples avenirs possibles. Aussi, pour rester longtemps dans une telle position, ces membres doivent avoir la résistance mentale pour résister à l'influence d'entités qui existent hors de l'espace et du temps, notamment les puissances de la ruine. Excelsis ne se contente pas donc de réagir aux événements. Ses habitants cherchent constamment à les prévenir et à les changer avant même qu'ils n'arrivent. Un tel mode de vie affecte donc profondément la mentalité de sa population. Comme on l'a dit, vivre à Excelsis signifie cohabiter en permanence avec l'idée que l'avenir peut être connu et manipulé au quotidien. Par exemple, un simple pêcheur va utiliser des visions pour éviter les tempêtes de la mer Griffeuse ou localiser les coins de pêche les plus profitables. Des marchands peuvent sécuriser des routes commerciales qui n'existeront pas avant encore quelques années, et des stratèges militaires choisissent des champs de bataille avec une précision calculée pour commencer à les fortifier et les préparer avant même que leur ennemi n'ait pensé à les attaquer. Et ça peut vraiment mener à toutes sortes de situations aberrantes que la population a fini par devoir accepter comme normales. Essayez d'imaginer que vous pourriez être en train de marcher dans la rue, quelqu'un que vous n'avez jamais vu croise votre regard et vous dit avec un sourire « Ah, dans 5 ans, vous poseriez sûrement 1000 questions, mais un habitant d'Excelsis va juste marquer une pause, hausser les épaules et continuer son chemin comme si de rien n'était. » Dans un autre cas, vous pourriez voir quelqu'un hurler que la fin approche, que la cité va tomber et qu'une horde de sauvages va amener la mort et le sang. Et vous auriez des personnes qui, au lieu de le prendre pour un fou, juste acquiesceraient un peu en mode « Ouais, effectivement, j'ai vu ça aussi. Bon, je vais aller chercher du pain, moi. » Ou encore, un autre exemple, quelqu'un pourrait voir tous les mauvais choix qu'il pourrait faire dans sa vie. Marier la mauvaise personne, faire le mauvais investissement, habiter la mauvaise maison qui pourrait un jour s'écrouler, pour au final réaliser qu'il a passé sa vie à éviter des avenirs potentiels et qu'il a oublié de vivre. Et maintenant, il est juste triste et seul. Ou alors, imaginez que cette personne a vu cet avenir possible et décide finalement de faire toutes ses erreurs pour vraiment vivre. Ça pourrait être aussi à cause de ce genre d'histoire que des habitants d'Excelsis refuseraient catégoriquement de toucher le moindre fragment prophétique pour éviter les spoilers en quelque sorte. Après, cette relation constante avec l'avenir engendre des tensions profondes chez certains, un stress constant. Chaque jour, des histoires de peur et de faim se propagent. Et tout le monde n'a pas forcément accès à ces informations, car certaines valent très cher. C'est aussi un des aléas d'avoir transformé le futur en une monnaie. Les plus fortunés peuvent s'offrir les augures les plus révélatrices, tandis que les plus modestes doivent se contenter de fragments flous et incertains. Comme on l'a dit plus tôt, certains deviennent dépendants à ces prophéties et sont incapables de prendre une décision sans consulter une vision, comme si leur libre arbitre avait disparu. A l'inverse aussi, la certitude partielle de l'avenir peut aussi rendre arrogant et inconscient. Une cité entière convaincue d'anticiper les menaces peut sous-estimer l'imprévisible. Quelque chose aussi minuscule soit-il peut passer entre les mailles de leur filet prophétique et peut créer une sorte d'effet papillon, des conséquences complètement inattendues. D'ailleurs, si différentes personnes cherchent à changer le même avenir sans le savoir, leurs actions pourraient s'entremêler dans le cours du destin et créer un résultat que personne ne voulait. C'est là que réside le paradoxe d'Excelsis. Malgré l'obsession constante de la cité sur l'avenir, quelque chose, quel qu'il soit, doit finir par arriver. Voilà donc un peu pour l'ambiance d'Excelsis. Maintenant, parlons un peu de son histoire. La cité a été fondée suite à la guerre des portes par l'Host des Éternels des Chevaliers Excelsior. Un host réputé pour être aussi assez différent. Là où la plupart des autres éternels sont des protecteurs bienveillants, les Chevaliers Excelsior sont connus pour leur absence de miséricorde face à la corruption. En un sens, ce sont les inquisiteurs des éternels. La cité a donc commencé comme l'un de leurs bastions militaires, et elle sera nommée en l'honneur de cet host.
Très vite, grâce aux propriétés de la lance de Malus, elle a fini par devenir un centre commercial majeur. La ville s'est très vite étendue progressivement autour de la baie dominée par la lance de Malus. Mais son développement a fini par être bien trop rapide et l'expansion est devenue chaotique. La cité s'est densifiée, verticalisée et a donné naissance aux veines, des quartiers surpeuplés et labyrinthiques où la criminalité et la pauvreté a commencé à se développer. Cette instabilité a fini par mener au désespoir et à la sédition. Et Excel 6, même les plus pauvres peuvent être dangereux s'ils arrivent à accéder aux bonnes prophéties. Ces tensions ont aussi été le terroir parfait pour certains cultes des dieux sombres, notamment les serviteurs du dieu du changement, qui voyaient naturellement la lance de Malus comme un trésor inestimable. Et donc, sans grande surprise, l'histoire d'Excel 6 a été marquée par plusieurs purges, des chevaliers Excelsior qui étaient à l'affût de la moindre infiltration chaotique. L'une des plus marquantes a survenu à la suite d'un complot de l'ancien haut arbitre Ortam Vermeer, qui s'était secrètement dévoué à Tzinch. Sa position de pouvoir a rendu sa trahison encore plus dangereuse, car le haut arbitre est le membre du conclave en charge des lois et des jugements. Son coup d'État a manqué de faire basculer la cité. Et bien que les agents de l'ordre d'Azir sont parvenus à l'arrêter, notamment Anivertol et Armand Calice, la réponse des chevaliers Excelsior n'en a pas été moins brutale. Des quartiers entiers ont été purgés, coupables ou innocents. Le seigneur Véritan Cérus, qui a d'ailleurs dirigé cette purge, s'est bâti une réputation sanglante qui ne sera jamais oubliée par les habitants, à un tel point qu'il est surnommé le faucheur blanc. Aux yeux de certains, il était le rempart nécessaire contre la corruption. Pour d'autres, il incarne une justice impitoyable qui menace de dévorer la cité qu'elle prétend protéger. Ces purges laissent à chaque fois une cicatrice durable dans les mémoires collectives. Excel 6 est devenue une ville où la loyauté est scrutée, où la rumeur peut être mortelle, et où la peur de l'ennemi intérieur rivalise avec celle des hordes extérieures. Ensuite, au cours de l'âge de Sigmar, durant les événements du nécroséisme de Nagash, la vague de mort qui a traversé les royaumes mortels a aussi frappé Excel 6. La cité a été assaillie par une immense horde de morts vivants, mais est parvenue à survivre en s'appuyant sur des augures soigneusement choisis et conservés pour anticiper les assauts les plus dévastateurs. Grâce à cela, la ville a réussi à tenir bon, mais le prix a été élevé. Certains districts sont ravagés par des phénomènes magiques instables, et des zones entières sont devenues des terres maudites, où persistent des flammes surnaturelles et des distorsions arcaniques. Ces cicatrices ont alimenté la méfiance d'une partie de la population envers la magie elle-même. Surtout parmi les descendants des tribus natives de Gur, qui avaient déjà souffert sous l'âge du chaos et ont commencé à devenir plus superstitieux. C'est dans ce climat d'angoisse que naît un mouvement qui va profondément déstabiliser la ville et devenir une menace pour elle dans le futur. Un prédicateur du nom de Odo Molgen va finir par diriger un ordre nommé la Confrérie de la Pierre de Négation. Au début, il se présentait comme un mouvement visant à protéger la ville des excès magiques et des infiltrations chaotiques. Ce discours a été accueilli à bras ouverts par une partie de la population, épuisée par les catastrophes successives ésotériques. Mais peu à peu, leur rhétorique s'est radicalisée. Les cibles ont fini par ne plus être seulement des pratiquants de magie non autorisés, mais tous les mages sans distinction. Puis tous ceux qui possèdent les moyens d'y avoir recours. Les elfes spécifiquement, soupçonnés de disposer d'un talent magique inné, sont devenus leur bouc émissaire favori. Beaucoup d'ambassadeurs corsaires et alliés ont commencé à quitter progressivement la ville face aux persécutions. Et ironiquement, ce que la confrérie ne se rendait pas compte, c'est que son obsession et la violence qu'elle engendrait a fini par attirer l'attention d'une puissance qu'elle prétendait combattre. En se laissant consumer par la haine et la paranoïa, ses membres deviennent des proies idéales pour Slaanesh. C'est là qu'on voit que le vieil ennemi n'entre pas toujours par les portes. Parfois, il naît des excès de ceux qui pensent défendre la vertu. Et lentement, un poison grandit au sein de la cité. Les années passent, le rituel de la vie d'Alariel finit par contrebalancer les effets du nécroséisme, mais cela sonne aussi le début de l'ère de la bête, qui va apporter l'une des plus grandes menaces que Excel 6 va devoir affronter. Les tensions internes commencent à atteindre leur paroxysme lorsque les menaces extérieures commencent à converger. Des sabotages Skaven fragilisent les fondations de la cité, tandis qu'à l'horizon se profilent
Une ouag d'une ampleur terrifiante, menée par Gordrak, le point de Gork. Et à cela s'est ajoutée une force plus redoutable encore, Kragnos, la fin des empires. Une divinité de la destruction primordiale de Gur. Lorsque ses sabots ont frappé la terre aux abords des murailles de la cité, le sol lui-même s'est fissuré, révélant les faiblesses laissées par les infiltrations Skaven. Une section entière des remparts s'est effondrée, et la horde s'est déversée dans la ville. Au cœur du chaos du grand siège d'Excelsis, les traîtres de la confrérie de la pierre de négation se sont dévoilés. Pendant que les protecteurs de la cité sont occupés, ils organisent une purge des elfes dans la population, qui, sans que certains d'entre eux ne le sachent vraiment, étaient des sacrifices pour ouvrir un portail aux jumeaux de Slaanesh, Sinessa et Dexessa, qui avaient manipulé leur ordre en secret. Ces dieux mineurs du chaos ont profité de la faiblesse d'Excelsis pour s'emparer de son siège politique en frappant directement le conclave. La cité des secrets semblait condamnée, prise entre la destruction brutale et la corruption insidieuse. Mais surprenamment, son salut est venu d'une alliance inattendue. Une flotte de corsaires menée par Morathi Kane est venue défendre la ville. Ironiquement, peu de temps après avoir trahi la cité d'Anvilgard. À ces renforts inattendus se sont ajoutés des séraphons menés par le seigneur Croak lui-même, qui avait décidé de venir personnellement pour contrer la menace de Kragnos. Ensemble, la déesse et l'ancien Slann parviennent à bannir le dieu destructeur loin de la cité, brisant l'élan de l'invasion de la Wag. Des agents chasseurs de sorcières de l'ordre d'Azir, du nom de Vendance, arrivent avec l'assistance de Chevalier Excelsior à bannir les jumeaux de Slaanesh. Excelsis survit mais au prix de quartiers dévastés, d'innombrables morts et d'un conclave décimé. Mais malgré tout cela, la population redirige son regard vers l'avenir. C'est peut-être l'une des plus grandes qualités que les propriétés de la lance de Malus aura fini par insuffler à la population. Maintenant qu'on a parlé de l'histoire de la cité, parlons un peu de sa géographie et de ses lieux importants. Comme on l'a dit un peu plus tôt, la cité se trouve sur la côte des Défenses, à l'est du continent de Zondi, qui d'ailleurs a été jadis le berceau de l'ancien empire Draconis, auquel appartenaient les princes Krondys et Karazai. Parmi les lieux les plus importants de la cité se trouve sans doute le port de la lance de Malus. Cet endroit est un tumulte permanent. On peut voir constamment des vaisseaux à vapeur nains, des navires de corsaires elfes, alors que des aéronefs Caradron survolent les quais pour s'affrayer sur des tours surélevées. On y échange surtout de la viande de monstres, des trophées arrachés aux créatures de Gur et bien sûr les miroitants uniques à la cité. Au-dessus de l'eau, face au port, on peut aussi voir des tours flottantes, graviter autour de la lance de Malus. Elles sont maintenues en suspension par la magie de la collégiale des arcanes. Certaines tours sont consacrées à l'étude de cristaux prophétiques et d'autres à leur extraction par la guilde des prophétiseurs. Un autre lieu important est le Consécralium, une immense forteresse de fer noir qui se trouve sur un promontoire au sud de la cité. Il s'agit du fort de l'orage des chevaliers Excelsior, et c'est là que résident la plupart de ses membres. Il serait perpétuellement enveloppé d'orage, comme si la colère céleste refusait de s'en éloigner. Un présage qui fait écho à la nature de cet hoste. Le Consécralium n'est pas un symbole de réconfort pour la population, loin de là. Il est un rappel constant que la survie d'Excelsis repose aussi sur la sévérité. Lorsque des rumeurs de corruption commencent à se propager, la population a pleinement conscience que les purges reviendront. Un autre lieu intéressant est le palais Excelsium, dont on a parlé un peu plus tôt. Comme on l'a dit, c'est le centre du pouvoir politique et c'est ici que siège le Grand Conclave, qui était autrefois composé de 244 représentants, issus de toutes les couches sociales et de toutes les espèces présentes dans la cité. Après le grand siège, cependant, il n'en reste qu'une poignée, chargée de gouverner une ville encore traumatisée. Un autre endroit important pour le moral de la cité est le district des temples, le cœur spirituel d'Excelsis, où chacun peut honorer et vénérer ses dieux. Mais le plus important de ces édifices est sans doute l'abbaye des âmes remémorées, un édifice colossal dont les cloches retentissent pour commémorer les morts de la cité. Et elles ont dû malheureusement bien souvent retentir face aux nombreuses catastrophes qu'a affronté la cité. Ce quartier est à la fois un lieu de recueillement et un point de repère pour les habitants. Car dans une cité consacrée au futur, cet endroit permet de regarder aussi vers le passé. Ce qui est sans doute vital pour certains afin de maintenir leur sanité et de garder en vue le moment présent. Quelque chose de très important dans une cité aussi paradoxale qu'Excelsis.
d'Excelsis. Elle voit l'avenir, mais ne peut pas empêcher certaines catastrophes. Elle survit grâce aux prophéties, mais ne peut pas empêcher toutes les tragédies. Ses protecteurs peuvent devenir à tout moment ses bourreaux. Elle doit sans cesse faire face à des menaces extérieures, tout en gardant le regard vers l'intérieur et des menaces plus dangereuses encore. Voilà donc l'histoire d'Excelsis, la cité qui vit en 4 dimensions. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé cette histoire intéressante, et à la prochaine.